Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle de la mélatonine. La mélatonine, cette hormone qu'on appelle vulgairement l'hormone du sommeil. Alors oui, la mélatonine, c'est une hormone qui nous aide à dormir. Mais ce n'est pas que l'hormone du sommeil. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le rôle, ou les rôles plus précisément, de la mélatonine. Et aussi les conséquences des déficits. Parce que finalement, le déficit en mélatonine est assez fréquent, assez répandu, et on ne le sait pas forcément. Quelles sont les causes des manques de mélatonine dans notre corps? Et enfin, quelles solutions peut-on apporter pour renforcer le terrain et permettre à notre corps d'avoir une production suffisante, d'avoir un taux satisfaisant de mélatonine? La mélatonine, c'est connu pour être l'hormone du sommeil, mais c'est plus complexe que ça. La mélatonine, c'est une hormone qui va être produite lorsque la luminosité baisse. Lorsque nos yeux captent la baisse de la luminosité, nous allons envoyer des informations à notre cerveau et la mélatonine va être produite. À partir d'une glande très importante, la glande pinéale. Je pourrais vous en reparler dans une autre vidéo. Cette mélatonine va être produite donc avec la baisse de luminosité, fin de journée, vers 18, 19h, 20h, selon les périodes de l'année, et surtout, elle va augmenter en termes de production, de quantité, au fur et à mesure de la nuit pour atteindre un pic aux alentours de 2h, 3h ou 4h du matin. Et ensuite, ça va baisser. Cette mélatonine joue un rôle très important parce qu'elle intervient en couple, de manière complémentaire, avec une autre hormone de régulation de notre corps qu'on appelle le cortisol. Le cortisol, lui, va être plutôt présent la journée. C'est l'hormone de l'éveil. Nous avons un pic en début de matinée, très tôt. Le taux de cortisol reste haut dans la matinée et puis va avoir tendance à baisser, baisser, baisser pour atteindre un niveau bas en fin de journée et rester bas pendant toute la nuit. Donc on voit que la mélatonine et le cortisol vont ensemble. Le cortisol, c'est l'hormone de l'éveil, l'hormone de l'activité, avant d'être l'hormone du stress. On en parle souvent comme l'hormone du stress, mais avant d'arriver à ce stade-là, c'est plutôt l'hormone de l'éveil et de l'activité. Avec tout ce qui va avec, le côté activité, le côté inflammatoire, le côté production de toxines, altération des tissus, tout ce qui va avec l'activité, tout ce qui est inhérent en tout cas à l'activité des tissus. Et puis à l'inverse, la mélatonine, avant d'être l'hormone du sommeil à proprement parler, c'est l'hormone de la récupération, l'hormone de la réparation. Et quand je parle de réparation, il y a même des études qui ont montré sur des personnes qui sont en état d'inflammation, des personnes obèses, diabétiques, en faisant du sport et en prenant de la mélatonine avant de faire du sport, qu'on limitait les détériorations sur les tissus. Donc cette mélatonine va jouer un rôle actif dans la réparation, dans la protection des tissus. Alors je ne dis pas ici qu'il faut prendre de la mélatonine avant de faire du sport, mais j'explique le lien finalement qu'il y a entre la mélatonine et la réparation des tissus. Donc c'est l'hormone de la récupération, de la réparation. Alors cette mélatonine, elle va réguler bien sûr notre cycle jour-nuit. Elle va nous permettre de dormir là où c'est pertinent de dormir. Nous sommes des êtres vivants diurnes, nous vivons le jour. Par conséquent, quand il fait nuit, nous allons produire cette mélatonine pour dormir et récupérer. C'est normal. Mais cette mélatonine va jouer aussi des rôles importants. Donc la réparation des tissus, c'est une molécule qui peut jouer un rôle anti-inflammatoire, qui peut jouer un rôle dans la régulation du système immunitaire, qui peut jouer un rôle au niveau antioxydant, c'est un antioxydant très important, et qui va donc réguler de nombreuses fonctions. On la trouve comme élément important par exemple avec l'épilepsie ou encore dans la prévention ou la normalisation, on va dire, de l'état chez les personnes cancéreuses. Le cancérologue parle de la mélatonine en lien par exemple avec le cancer de la prostate. Mais ce n'est pas le seul cancer vis-à-vis duquel la mélatonine va jouer un rôle. Donc finalement, on s'aperçoit que la mélatonine joue un rôle sur beaucoup de choses. Et puis surtout, comme elle joue un rôle complémentaire avec le cortisol, s'il y a moins de mélatonine, on va être en état de stress, le cortisol aura tendance à grimper. On va être en stress chronique, le stress chronique c'est plus d'oxydation, c'est plus d'inflammation, et petit à petit c'est une perte de résistance au stress. Donc on s'adapte, on s'adapte, on s'adapte jusqu'au moment où le corps dégringole. Et donc on perd sa capacité, sa faculté adaptative vis-à-vis du stress, et à ce moment-là,
on dégringole. Et que se passe-t-il? C'est l'état de fatigue chronique, c'est le burn-out. Et donc ça, ce sont les cas extrêmes, bien évidemment, mais tout cela va être lié. Et puis il y a aussi, pour terminer, la régulation de la mélatonine sur de nombreuses autres hormones dans notre corps. Ce qui fait finalement que cette mélatonine joue un rôle très très important pour notre équilibre et notre santé. Les signes les plus caractéristiques et évidents sont liés au sommeil. Difficulté à s'endormir, sommeil très agité, réveil nocturne avec des difficultés à se rendormir derrière, réveil le matin en étant fatigué systématiquement, ça ce sont des signes que nous manquons de mélatonine. Mais il peut y en avoir d'autres, des signes qui sont moins spécifiques, mais qui sont aussi sous-jacents. On peut parler de l'inflammation bien sûr, mais il y a un autre signe. Pour produire de la mélatonine, il nous faut du tryptophane, qui est un acide aminé, que nous pouvons recevoir par l'alimentation, issue des protéines. Ensuite, nous passons à la sérotonine. Le tryptophane est transformé en sérotonine, un neurotransmetteur très important pour notre humeur. Et ensuite, cette sérotonine va être transformée en mélatonine. Ça, c'est ce qui se passe au niveau de notre cerveau. C'est important parce que ça veut dire que si nous manquons de sérotonine, nous manquons de mélatonine. Ça veut dire que quand on est dans un état dépressif, avec une humeur très changeante, pas stable du tout, ou encore avec des compulsions alimentaires qui sont liées au stress, à la fatigue qui s'installe dans la journée, donc des compulsions alimentaires qui arrivent vers 16-17 heures, nous manquons de sérotonine et par conséquent nous manquons aussi de mélatonine. Alors les causes maintenant. Les causes, il y en a, on va dire 4, 5 importantes. La première, la plus connue actuellement, c'est la problématique liée aux écrans. Vous êtes exposé à des écrans, à la lumière, tout simplement à la luminosité, vous allez perturber votre production de mélatonine. Et parmi les lumières, il y a la lumière bleue des écrans, des smartphones, des ordinateurs, des tablettes, qui posent de gros problèmes parce que ça va affecter d'une manière forte cette production de mélatonine. Et ce, pendant plusieurs dizaines de minutes après l'arrêt des écrans. Ça veut dire que quand vous utilisez un écran au moment de vous coucher, par exemple, votre téléphone, votre tablette, ou que vous regardez votre smartphone pendant la nuit, parce qu'il sonne, vous recevez un message, une notification et vous le regardez pendant la nuit, ça va altérer fortement cette production de mélatonine. La deuxième chose qui est encore relativement connue, vous prenez du café, vous prenez du thé, du chocolat, de l'alcool, particulièrement sur la fin de journée, des excitants, même du sucre, on aura une altération au niveau de cette production de mélatonine. Elle va commencer plus tardivement, elle sera moins importante, donc on aura un sommeil aussi qui sera affecté, bien évidemment. Le fait d'être en décalé, vous êtes en horaire décalé, vous vivez la nuit, vous travaillez la nuit, votre corps produira naturellement beaucoup moins de mélatonine la nuit, et puis la journée, il fait jour, vous n'allez peut-être pas vous mettre dans le noir pour dormir, pour récupérer, et à ce moment-là, vous produirez beaucoup moins de mélatonine. Et donc ça aussi, ça va créer un déséquilibre. Et là, on va rentrer sur les choses qui sont moins connues. Donc en 4, nous avons le côté alimentation et surtout intestin. Alors alimentation, bien sûr, parce que les aliments vont apporter de la mélatonine, pour certains d'entre eux, je vais en reparler par la suite, de la sérotonine ou du tryptophane. Mais au niveau de notre intestin, c'est encore plus important. Parce que notre intestin, et plus précisément notre microbiote intestinal, produit de la sérotonine. Certaines bactéries vont produire des neurotransmetteurs. Et donc parmi ces neurotransmetteurs, on retrouve de la sérotonine. Alors cette sérotonine ne va pas pouvoir aller jusque dans notre cerveau. Donc ce n'est pas la sérotonine qui est produite dans notre intestin qui va permettre de produire la mélatonine. Néanmoins, il faut quand même savoir que la production intestinale de sérotonine représente 80 à 90% de la production de sérotonine de notre corps. Ça veut dire que c'est très très important. Si cette sérotonine ne peut pas être utilisée au niveau de notre cerveau, puisqu'elle ne passe pas la barrière hémato-encéphalique, elle va être utilisée au niveau périphérique. Ça veut dire que si nous avons moins de sérotonine produite au niveau périphérique, nous allons devoir en produire par notre système nerveux au niveau périphérique. Il va falloir en produire plus. Par conséquent, le fameux tryptophane, cet acide aminé, qui va permettre de fabriquer la sérotonine,
lui, il arrive jusqu'au cerveau. Mais si on a besoin de plus de sérotonine au niveau périphérique, il y aura naturellement moins d'apport de tryptophane au niveau du cerveau et on en gardera un peu plus au niveau périphérique pour produire la sérotonine nécessaire au fonctionnement du système nerveux périphérique. Et à ce moment-là, on va commencer à créer un déficit de sérotonine au niveau de notre système nerveux central et par conséquent derrière de mélatonine. Donc ça c'est très important parce qu'on y pense très peu, mais notre intestin, notre microbiote intestinal joue un rôle capital dans notre production de mélatonine, d'une manière indirecte, mais il joue un rôle très important à ce niveau-là. La cinquième cause, qui également est souvent méconnue, c'est l'influence des champs électromagnétiques. Les champs électromagnétiques, les GSM, le Wi-Fi, les compteurs intelligents, soi-disant intelligents, Linky et autres du même type, et bien sûr les antennes relais, les téléphones que vous avez pour beaucoup chez vous, donc qui sont des téléphones fixes mobiles, c'est-à-dire les fameux DECT, où vous vous déplacez chez vous avec le téléphone, ça émet également beaucoup en termes de champs électromagnétiques, et ces champs électromagnétiques affectent l'état électrique des cellules. En affectant l'état électrique des cellules, je pourrais en reparler plus spécifiquement au niveau des champs électromagnétiques, cela va perturber le fonctionnement cellulaire, tout simplement. Alors, il peut y avoir plein de conséquences, mais on va dire de manière simple, ça va perturber le fonctionnement cellulaire. Et parmi les conséquences hormonales qu'on peut observer, il y a des répercussions sur la mélatonine. La mélatonine va être moins produite. Ça veut dire que si vous téléphonez avec votre smartphone juste avant d'aller vous coucher, pendant plusieurs dizaines de minutes, vous allez perturber le fonctionnement électrique du cerveau qui restera perturbé le temps qu'il revienne à la normale et ça va perturber la production de mélatonine. S'il y a du Wi-Fi qui est à proximité, c'est pareil, ça va perturber. Alors vous allez me dire, oui mais chez soi c'est compliqué, on a le Wi-Fi, puis même si on enlève le Wi-Fi, il y a encore le compteur ou il y a les Wi-Fi des voisins. En effet, c'est la chose qui est la plus complexe aujourd'hui. Et c'est une chose qui est particulièrement importante parce que finalement, ça affecte notre capacité de récupération. Et beaucoup de personnes qui se trouvent à proximité d'antennes relais ou à la suite de l'installation de ces fameux compteurs électriques, de ces nouveaux compteurs électriques, ont des problèmes de sommeil. Et ce n'est pas un hasard. Il y a un lien chimique, un lien hormonal dans tout ça. Alors maintenant, passons aux solutions. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Alors la mélatonine, est-ce qu'il faut la prendre en complément? Ça, c'est souvent une question qu'on me pose. Alors oui, c'est possible. On trouvera qu'il y a quand même des précautions qui sont recommandées par les agences sanitaires vis-à-vis de la mélatonine sous forme de complément. Donc il faut être assez prudent avec ça, on peut l'utiliser. Néanmoins, il y a des effets secondaires qui remontent, des effets au niveau du système nerveux, des effets cardiaques, des effets digestifs par exemple. Donc ça nous amène à une certaine précaution d'utilisation. Maintenant vous pouvez le faire avec surveillance d'un professionnel, d'un médecin pour justement vérifier qu'il n'y ait pas de problème. Par contre, par rapport à la mélatonine directement, qui est une hormone, moi je trouve plus pertinent d'aller vers les précurseurs, c'est-à-dire d'aller vers le tryptophane ou vers la sérotonine. La sérotonine n'étant pas accessible directement par notre cerveau quand on la prend sous forme de complément, il va falloir ruser. Et donc on peut jouer par le fait de l'usage de plantes qui vont agir directement sur les circuits de la sérotonine, et en agissant sur ces circuits sérotoninergiques, on va pouvoir maintenir un taux de sérotonine plus élevé au niveau du cerveau et derrière avoir aussi cette transformation plus intéressante au niveau du sommeil. Et on retrouve que souvent les personnes qui utilisent certaines plantes ou le tryptophane vont avoir une amélioration au niveau de leur comportement lié à la sérotonine, une meilleure humeur, une meilleure tolérance au stress, moins de compulsions alimentaires, etc. Mais aussi des répercussions souvent favorables sur le sommeil. C'est pas systématique parce que c'est pas toujours lié à la sérotonine, mais quand il y a des perturbations qui sont liées à la sérotonine, on va avoir un mieux à ce niveau-là. Alors par rapport aux plantes qui peuvent être intéressantes, je vais vous en citer que deux ici parce qu'il y en a plein, parmi les plantes adaptogènes par exemple, mais on peut retrouver la rhodiola qui est très intéressante, on peut retrouver le safran également, mais il y a plein de plantes qui peuvent agir sur la sérotonine.
Le tryptophane également, qui est un acide aminé, va jouer un rôle important puisque c'est le précurseur de la sérotonine, donc on peut apporter du tryptophane sous forme de complément. Donc que ce soit avec le tryptophane ou avec l'action sur la sérotonine, le but c'est de maintenir la capacité du corps, de laisser toujours le corps dans cette capacité de produire sa mélatonine. Si on fait ça, ça peut être intéressant pour gérer une situation problématique, une situation d'urgence, se soulager avec une béquille. Mais il va falloir agir sur le terrain. Systématiquement, on agit sur le terrain. Parce que le but, c'est de renforcer l'état du terrain. Alors parmi les solutions que l'on va pouvoir utiliser, ce sont des solutions déjà qui vont être liées à notre organisation, nos comportements de vie. Il peut y avoir bien sûr l'utilisation de la lumière, de limiter les lumières fortes, d'avoir des lumières tamisées, particulièrement dans la chambre, pour préparer le corps à l'endormissement. Ça va être aussi l'usage de ces écrans, de limiter l'usage des écrans avant le coucher. Certains vont recommander même 2 heures avant le coucher d'arrêter les écrans, parce que pendant plusieurs dizaines de minutes, vous serez encore sous l'influence de ces écrans. Il est également possible d'utiliser des lunettes qui vont filtrer cette lumière bleue des écrans. Ça permettra d'amortir les effets de ces écrans sur vos yeux et sur votre état hormonal. Ça ne résoudra pas tout, mais ça va atténuer les inconvénients. Ensuite, il y a bien sûr le fait de se coucher tard. Si on se couche tard, on va être plus exposé à la lumière, donc naturellement, on produira moins cette mélatonine. On va également pouvoir jouer, bien sûr, sur l'alimentation. Alors l'alimentation, ça va des produits excitants, stimulants, qu'on peut prendre en fin de journée, qu'il va falloir limiter, éviter en fin de journée autant que possible. Et bien sûr des aliments qui peuvent contenir du tryptophane. Certains aliments sont riches en tryptophane, donc on peut utiliser ces aliments. Et puis on a des aliments qui vont aussi être riches en mélatonine. Donc on peut jouer sur ces différentes catégories d'aliments pour renforcer le terrain et, on va dire, atténuer les aléas de notre environnement. Donc là, on peut choisir des aliments qui sont plus favorables que d'autres. On va pouvoir également agir sur la digestion. Alors là, c'est très important, la digestion, je vous en parle très souvent. Si elle se passe mieux, on va éviter de continuer le déséquilibre du microbiote et on va l'aider à se soutenir, à se ramener à la normale. Donc la digestion, c'est la mastication, si vous mangez vite. C'est la notion de mélange alimentaire, de faire des repas qui sont trop complexes, avec trop de choses en même temps et donc lourds à digérer. Donc aller vers quelque chose de plus simple, où on associe les aliments qui se digèrent correctement entre eux, c'est un autre moyen de soulager la digestion. Donc c'est la notion des combinaisons alimentaires favorables. Et les combinaisons alimentaires favorables, elles sont à ajuster en fonction de chacun, parce que nous n'avons pas tous la même capacité digestive. Et dans ce sens de capacité digestive, nous n'avons pas tous la même capacité en termes de tolérance vis-à-vis des aliments. Certaines personnes vont mal tolérer certains fruits, certains légumes ou certaines graines, alors que d'autres les supporteront. Et si vous tolérez mal certains aliments, cela va entretenir aussi ce déséquilibre au niveau de l'intestin. Comment savoir si on le supporte mal? Il faut observer comment notre corps réagit quand on consomme ces aliments ou quand on arrête de les consommer. Donc là, on peut toujours faire des tests, des cures alimentaires qui peuvent être allégées, où on enlève certaines catégories d'aliments pour voir comment notre corps évolue. Et dans certains cas, on voit qu'on se sent mieux, qu'on digère mieux et qu'on dort mieux. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'on joue sur les différents tableaux. Et puis la dernière chose, qui est la chose la plus complexe, c'est la problématique de nos champs électromagnétiques, des champs électromagnétiques auxquels nous sommes exposés. Les supprimer totalement, c'est pas vraiment possible, parce qu'il y en a tellement autour de nous que ce n'est pas vraiment possible. Par contre, on peut faire certains changements. Au lieu d'avoir ces fameux téléphones qui sont des téléphones portables mais fixes qu'on a chez soi, ces fameux DECT, on peut remettre des téléphones filaires. Au niveau du Wi-Fi, on peut remettre du filaire, on peut couper le Wi-Fi, on peut limiter l'usage des smartphones. Ça permet déjà de réduire cette exposition. Après, bien sûr, les antennes relais, les fameux compteurs, ça, ce sont des choses qui sont problématiques. Donc là, ce que l'on peut faire, bien sûr, c'est de voir comment est-ce qu'on peut se protéger autant que possible. Donc se protéger, ça peut être par exemple d'utiliser certaines peintures ou certains matériaux
qui vont permettre de faire une sorte de bouclier protecteur. Donc autour d'un compteur, par exemple, on peut mettre des matériaux autour pour protéger et éviter que vous preniez toute cette émission de champs électromagnétiques. Et à ce moment-là, vous serez protégé, vous en prendrez moins. Alors le but, c'est pas de vous enfermer dans une cage entre guillemets protectrice, parce que ces fameuses cages, s'il y a des courants qui passent, ça fait cage de Faraday, et ces cages de Faraday, le problème c'est que soit elles peuvent vous protéger, mais s'il y a des courants qui arrivent jusque dedans, ça va les amplifier. Donc le but, c'est pas de se protéger de partout, c'est pas possible, mais c'est de protéger certaines zones pour limiter ce que vous allez recevoir. Et en limitant ce que vous allez recevoir, vous allez forcément réduire l'impact physiologique de ces champs électromagnétiques. Et puis dernière chose par rapport à ça, je vous recommande souvent de faire des cures alimentaires allégées, d'alléger l'alimentation pour plus reposer votre corps, votre système digestif. Donc là, ça peut toujours être efficace. Mais quand on parle de cures, on peut aussi faire des cures pour se préserver de cet environnement électromagnétique. Le fait de partir de chez soi si on est fortement exposé, particulièrement en ville par exemple, et d'aller dans un endroit où on est en pleine campagne, où il y a peu de champs électromagnétiques par rapport au Wi-Fi, au téléphone, etc. Et limite on coupe le Wi-Fi, on enlève le téléphone. On fait un peu une cure d'abstinence, on va dire, ou de forte réduction de champs électromagnétiques. Et ça aussi, ça peut jouer un rôle très important. Certaines personnes sont chez elles avec des perturbations du sommeil fortes, partent en vacances dans un endroit, à la mer, à la montagne, dans un endroit relativement préservé à ce niveau-là, où il y en a en tout cas beaucoup moins, et ces personnes retrouvent le sommeil. Et quand elles reviennent chez elles, le sommeil est à nouveau perturbé. Alors il y a bien sûr le stress qui peut être là, mais il y a l'environnement. Et donc cet environnement peut jouer un rôle très important, et le simple fait déjà de se préserver quelques semaines dans l'année peut nous aider à récupérer, à arrêter d'alimenter une maladie, à arrêter d'alimenter l'inflammation, le facteur oxydant excessif. Et donc ça va permettre à notre corps de se réguler. Et n'oubliez pas, comme je l'ai présenté au début, la mélatonine est une hormone de régénération, de réparation pour notre corps. Donc si on l'aide à certains moments à en produire plus, nous aurons cette faculté de récupération qui va augmenter. Voilà, j'espère que j'ai été clair dans mes propos. C'est une vidéo un petit peu longue, mais je voulais vous la faire parce que je trouve que c'est important de parler de la mélatonine, on n'en parle pas assez. Et pourtant, c'est une hormone qui joue un grand rôle pour notre santé. Et on peut naturellement voir des personnes qui récupèrent, qui améliorent leur état général juste en jouant des fois sur ce curseur lié à la mélatonine. Donc c'est vraiment important d'y penser parce que dans beaucoup de problèmes que l'on peut rencontrer aujourd'hui, on voit que la mélatonine peut être impliquée et jouer un rôle important. Je vous souhaite une belle journée ou une bonne nuit si vous allez vous coucher tout de suite pour faire le plein de mélatonine, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!